décodeur d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. La semaine dernière, mais là aussi c'est 11 mois après l'élection de Joseph Aoun, on va dire, puisqu'il a été élu je crois le 9 janvier dernier. Exactement, ouais. Donc on va s'interroger sur l'actualité dans ce pays et puis on va se poser la question, si Joseph Aoun peut-il sauver le Liban ? Ça c'est une question intéressante. On parlera aussi de la tentative du coup d'État au Bénin. Moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent pas où est le Bénin, donc on dira que c'est en Afrique de l'Ouest. On va situer le Bénin et on va surtout dire pourquoi c'est dangereux que ce pays, qui est un petit pays, qui est une espèce de couloir comme ça, peut vivre des moments compliqués. Et puis on parlera d'autres sujets tout à l'heure dans les débats express. Mais je voulais commencer avec la Journée mondiale des droits de l'homme. Oui. Tu connais l'histoire, la Déclaration des droits de l'homme, 10 septembre 1948. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu sais qui a surveillé, qui a dirigé l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme en 1948 ? Non, Déclaration universelle des droits de l'homme. Exactement. Ouais. Tu sais qui ? Non. Alors c'est Eleanor Roosevelt. Ah, la femme de... Ouais, exactement. La femme du président Roosevelt, de Franklin Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui est mort en 1945. Et elle, c'était une grande militante, féministe, pour les droits des Noirs américains, exactement. Et c'est elle qui a eu la responsabilité, en fait, c'est on va dire de surveiller l'écriture de cette déclaration qui a été écrite par 18 personnes, originaires donc de 18 pays, sous la responsabilité aussi d'un homme politique français qu'on a un peu oublié, qui s'appelait René Cassin. René Cassin, oui. Qui était un juriste, parce qu'il fallait un juriste pour cette déclaration. Et prix Nobel de la paix, René Cassin. Ben oui, non mais... Et un homme absolument incroyable. Oui, effectivement. Un parcours pendant la guerre, la France libre. Il a été un des compagnons du général de Gaulle. J'ai eu la chance d'étudier à Paris, à l'Institut de Relations internationales, qui a été fondé par René Cassin. Voilà, mais quand je dis qu'il a été un peu oublié, c'est que on le cite peu quand même. Ah oui, on le cite plus carrément, on le voit plus nulle part, René Cassin, effectivement. Mais cette journée internationale des droits de l'homme nous alerte sur l'état des droits de l'homme justement, mais pas vraiment que sur le terrain. C'est aussi chez les dirigeants, on voit très bien ces garde-fous qui sautent, qui étaient là pour préserver notamment le respect du droit international, le respect des résolutions des Nations Unies, l'alignement sur des principes mondiaux qui, de moins en moins, sont pris en compte par des dirigeants de très haut niveau de pays de l'Ouest, comme Donald Trump. Parce qu'il y a des velléités de puissance, parce qu'on est arrivé à un plafond de verre, et qu'aujourd'hui, pour aller au-delà de ce plafond de verre, dans ce qu'on appellerait l'impérialisme, le néocolonialisme, qui est beaucoup ressorti avec la crise de Gaza, la mise entre parenthèses des valeurs que l'Occident a tant défendues pendant 80 ans, depuis justement cette déclaration des droits de l'homme, eh bien aujourd'hui il y a une volonté d'aller plus loin, et pour aller plus loin il faut faire sauter ces garde-fous. On le voit bien avec Donald Trump qui va annexer le Canada, le Groenland. Est-ce qu'on ne fait pas sauter justement tout ce qu'on a décidé après la Seconde Guerre mondiale ? Oui, petit à petit, c'est ça. Petit à petit, c'est-à-dire que là on voit bien, c'est 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis il y a aussi vous savez, le libre-échange, comment dire, le droit de tout, cette espèce de route commerciale qui avait été décidée, évidemment par les Américains à la fin de la guerre. Tout ça est en train de disparaître, d'être cassé, quoi. Oui, effectivement, c'est très malheureux. On l'a commencé à le voir. Est-ce que c'est malheureux ? Oui, c'est malheureux, parce que effectivement, on avait quand même, après ce grand conflit qui s'était terminé par une attaque nucléaire ou 2 attaques nucléaires sur le Japon, c'était le plus jamais ça. Il fallait nécessairement rendre la guerre illégale. Pour reprendre l'expression de Raymond Aron, rendre la guerre illégale. Et plus jamais faire subir. C'est pas avec 2 bombes nucléaires qu'on rend la guerre illégale. Mais la dissuasion nucléaire a beaucoup aidé à mettre en place un équilibre entre les puissances. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cet équilibre entre les puissances est en train de se fossiliser pour permettre à chacune des puissances de garder son précaré. C'est les grands contours de la vision internationale que Donald Trump a, qu'il est en train de négocier lorsqu'il négocie avec Poutine
Poutine pour la guerre en Ukraine, qu'il est en train de mettre en place aussi lorsqu'il est aujourd'hui assez en train de tendre la main un peu vers la Chine. Donc c'est ça les grands contours. Alors, chaque puissance pourrait agir. On accueille effectivement Anas qui vient d'arriver. Expert en énergie, en géoéconomie. On lui a pas dit qu'il y avait un gage quand on arrive en retard. Oui. Et qu'on prend les chèques, Anas. Non. Mais on prend les cartes. Nous, on prend les cartes Visa, Mastercard, et que ça, je cite les deux marques. Je pensais que ça tournait aussi à l'économie informelle. Ah non. Nous, on lutte farouchement contre l'informel. Ouais, voilà. Donc, sur cette histoire, on a commencé avec cette journée mondiale des droits de l'homme aujourd'hui, en se disant qu'on était sur un nouveau modèle en fait. On était sur un nouveau modèle qui avait ces droits de l'homme étaient de plus en plus bafoués. C'est presque une règle d'ailleurs dans certains cas. On voit Donald Trump par exemple. On voit Benjamin Netanyahou. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, alors moi bien sûr je rejoins ce qui a été dit, même si j'ai pas pu assister à la profondeur de l'analyse, mais bon, si ça vient de fait, je peux être que d'accord. Merci beaucoup. Mais je crois que plus que le fait d'être bafoué, c'est qu'en fait c'est plus forcément un référent, c'est-à-dire que la vraie différence que l'on peut observer sur justement ces violations des droits de l'homme aujourd'hui, il y a 25 ou 30 ans, c'est-à-dire 25 ou 30 ans, on pouvait les faire, mais on va essayer de masquer, on va essayer de justifier. Là, le référent moral du droit international des droits de l'homme ne pèse plus, donc vous pouvez parfaitement aller dans ces violations-là et les assumer au niveau politique interne. Parfois même, c'est un élément qui va dans le sens de votre popularité politique. Et au niveau international, ça n'a plus de poids. On est vraiment rentré dans le cœur du réalisme politique avec aucune considération, en tout cas de moins en moins, sur la question du droit international et des droits de l'homme. Cela ne fait aucun doute. Moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver, on va rentrer en littérature, on va retrouver toutes les grandes thématiques des futurologues des années 70, des grands romans d'anticipation où finalement George Orwell, effectivement, c'est ça. Mais pas que Orwell, il y en a d'autres et où tout était bafoué tranquillement quoi. Oui, alors il faut pas non plus tomber dans une forme de naïveté ou penser que c'était pas le cas avant. Je veux dire, on n'était pas non plus dans un Guantanamo. Faut pas oublier. Il y a eu des épisodes comme ça où si vous regardez à l'après-guerre, depuis 45 à nos jours, vous n'avez pas une année où vous n'avez pas une violation de droits de l'homme manifeste quelque part dans la planète. La vraie, je crois que la vraie matrice de changement, le vrai paradigme de changement, c'est comment vous vous comportez par rapport à ces violations-là. On était vraiment dans la gêne, on tentait de masquer, on tentait de justifier, on tentait de contredire. Là, on n'est même plus dans la tentative de contradiction. C'est le même rapport si vous faites attention à la démocratie. Quand vous dites vous n'êtes pas une démocratie, maintenant les régimes dits autoritaires l'assument parfaitement. C'est pas un modèle que l'on veut reproduire. On va se retrouver dans quelques minutes, juste après les infos présentées par Karim Droné. En attendant, je vais vous faire un café. Et on est ensemble pour ces décodeurs dans la matinale d'Atlantique jusqu'à 9h30 avec Afed Boutaleb, analyste géopolitique, et Anas Abdoun, expert en énergie et géoéconomie. On va parler de la Syrie. On en a parlé d'ailleurs cette semaine dans les décodeurs aussi, puisque depuis un an, Bachar el-Assad joue aux jeux vidéo en ligne dans son appartement de Moscou. D'après un journal allemand très sérieux qui a mené une enquête, effectivement, il passe ses journées à jouer à la Play. Ils ont envoyé des journalistes visiter l'appartement d'à côté et il passe son temps entre sa console de jeux vidéo en ligne et des goûters avec son frère qui est au Four Seasons de Moscou. Donc c'est fabuleux quoi. Et pas de problème d'argent puisque évidemment le Captagon a fait son œuvre. Donc voilà, un an après le départ de Bachar el-Assad, la Syrie reste un pays en reconstruction, fragile, traversé par les forces politiques, militaires, sociales, profondément recomposées. Moi j'ai revu il n'y a pas longtemps le Bureau des légendes, et dans le Bureau des légendes, si vous avez vu cette série, il y a toute une partie où un des personnages principaux du Bureau des légendes, c'est-à-dire la fameuse Nadia, qui est jouée aussi par une actrice marocaine d'ailleurs, essaye d'expliquer ce qu'est la Syrie et avec les différentes peuplades, etc. Et c'est un des moments les plus incroyables du Bureau des légendes parce que c'est très compliqué. Et tout ça n'a pas changé en fait.
Si. Non, on est toujours dans... On a peut-être même rajouté une couche de complexité oui, en ça, réalité, parce que le système politique tel qu'il était pensé, alors on n'était pas dans un confessionnalisme constitutionnel comme ça peut être le cas au Liban, mais de facto, le président Bachar el-Assad qui faisait partie de la minorité alaouite, si vous voulez, gouverner quand même plus avec sa communauté, notamment avec toute l'appareil sécuritaire qui venait un petit peu de cette communauté-là. Et puis vous avez une majorité de sunnites mais qui n'étaient pas au pouvoir, un peu comme ce qu'on peut voir par exemple à Bahreïn où la majorité est chiite mais la monarchie est sunnite. Et puis vous avez aussi toute la partie du Kurdistan à l'est. Et donc ce qui a changé avec la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée de Ahmad al-Sharah, finalement, c'est en fait garder cette même mosaïque confessionnelle, mais la diviser encore un peu plus parce que le bloc sunnite n'est plus un bloc monolithique. Il y a effectivement ceux qui sont plutôt je dirais de la mouvance ancienne du Front al-Nosra, dont fait partie d'ailleurs Ahmad al-Sharah. Mais dans cette mouvance-là, il y a eu en fait une forme de division. Il y a ceux qui veulent vraiment garder le vecteur de la violence politique, notamment vis-à-vis de la minorité alaouite, qui disait ils ont gouverné le pays, donc il y a une forme de revanche ou de vengeance, si je puis dire, à prendre. Et puis vous avez l'aile du président qui tente effectivement de garder cette mosaïque complexe où effectivement l'idée de faire de la Syrie une nation qui progresse et donc qui progresse aussi dans son unité. Et là c'est très compliqué parce que vous avez un certain nombre de populations qui ont subi la torture, qui veulent effectivement une réglementation ils veulent une justice qui rende compte effectivement des injustices terribles qu'ils ont vécues. Vous avez des minorités alaouites et chrétiennes qui veulent avoir la protection de l'État, et vous avez effectivement dans le Kurdistan qui n'est pas encore qui est encore relativement autonome ou indépendant parce que le contrôle de Damas ne s'opère pas là-bas. Donc il y a vraiment cette complexité et cette stratification de la société dans des enjeux complexes d'unification de la société, de crise économique, de chantier de reconstruction. Si vous ajoutez à cela une couche supplémentaire d'intérêt géopolitique, Israël, la Turquie, les Iraniens qui ne veulent toujours pas partir, eh bien on est encore toujours dans des régions qui sont très complexes. Mais les Iraniens, ils ont quitté la Syrie. Ils sont plus en Syrie, mais ils sont toujours... Il y a un pourparler en ce moment entre Téhéran et Ankara, justement pour garder le flux, notamment vis-à-vis du Hezbollah. Voilà, c'est sorti dans l'Orient le jour, il y a 2 jours. C'est le Hezbollah qui maintient cette ombre iranienne sur la région, mais en Syrie proprement dit... Oui, pourquoi je disais que c'était compliqué quand même. Oui, mais toutes les casernes iraniennes ont été vidées en 48 heures, au moment de la descente du HTC, on se souvient. Est-ce que Ahmad al-Sharah, il veut cette unité? Alors, en fait, il faut rappeler que Ahmad al-Sharah, effectivement, vient d'un background, d'une origine djihadiste, salafiste, qui est, alors qu'il appartient originellement à une famille plutôt de sunnites, plutôt laïque. Et bourgeoise. Bourgeoise et laïque. Son père n'est pas du tout, et sa mère ne met pas le voile, par exemple. Avant d'être salafiste, djihadiste, il était quoi en fait? Et il était, alors faut rappeler, au moment de la Révolution, il a 30 ans, et il était étudiant, il était déjà à ce moment-là dans des mouvances. Non, au moment de la Révolution, il était déjà dans des mouvances. Quand on parle de la Révolution, c'est au moment des printemps arabes en 2011, mars 2011, c'est le début du soulèvement à Daraa, donc au sud-ouest de Damas. Donc à ce moment-là, il est déjà dans des mouvances djihadistes, avec Al-Qaïda plutôt en Irak. Il est donc en contact de Zarqawi, qui est un terroriste notoire, qui avait déjà été, je pense à ce moment-là, exécuté par la sécurité irakienne et les Américains. Mais donc lui, vraiment, il est dans une mouvance djihadiste terroriste. Et il va se joindre à la révolution, et ils vont se joindre avec ces factions de l'armée syrienne qui vont faire défection de l'état-major bassiste, et c'est ce qui va constituer un Nosra qui va plus tard évoluer en HTC. Mais souvent on pense que Ahmad Sharah faisait partie de Daesh. Non, Ahmad Sharah n'a jamais fait partie de Daesh, au contraire, il a été une cible de Daesh puisqu'il incarnait le mouvement djihadiste anti-Daesh.
plutôt loyal à Al-Qaïda. Et ensuite, effectivement, s'opère cette mouvance, puisqu'ils vont arriver à la gestion des affaires dans la région d'Idlib, au nord de la Syrie. Et c'est en faisant cette gestion des affaires qu'ils vont se frotter à la réalité du quotidien, qu'ils vont commencer à modérer leur position et se reprocher être plutôt aussi policés par les services de renseignement turcs, qui déjà les prépare pour succéder à Assad. Et effectivement, c'est une opération préparée par les services de renseignement turcs aujourd'hui, avec du recul, 12 mois de recul, cette poussée surprise sur Alep, puis sur Damas, qui a eu lieu en 10 jours, 12 jours, voilà, en fin 2024. C'est effectivement une opération préparée directement par les services de renseignement turcs, qui ont pour objet de déplacer ensuite des 1 ou 2 millions de réfugiés syriens vers la Syrie. C'est ce qui est en train de s'opérer en ce moment. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord beaucoup de messages positifs, de réunir les Syriens, de reprendre sur de nouvelles bases, la restauration du drapeau de l'indépendance. Rappelons que ce drapeau vert, blanc, noir, c'est un drapeau de l'indépendance qui a été aboli par le Ba'ath, remplacé par un drapeau panarabe dans les années 40, dans les années plutôt 60-70, et donc la restauration donc, de la souveraineté nationale. Mais aussi, il y a eu, alors je vois un peu d'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Non, allez-y. On va organiser, puisqu'on vient d'apprendre, et je vous propose d'écouter tout de suite Karim Droné, parce que c'est une info importante, et puis ensuite on revient à notre débat. Ouais. Mais priorité à l'info ce matin sur Atlantic Radio. Oui, Karim. Oui, il y a eu donc ce terrible drame cette nuit à Fès. 2 immeubles d'habitation, je vous le rappelle, se sont effondrés. Et selon un premier bilan qui vient de nous parvenir, il y aurait au moins 19 morts, vous entendez bien, 19 morts. Les équipes de la protection civile et la police poursuivent leurs opérations de recherche et de secours sous les décombres à la recherche d'éventuelles victimes. Voilà, on vous tient au courant, évidemment, sur Atlantic Radio. 8h50, la suite des décodeurs, on parle de Syrie. Alors, mes condoléances pour la population de Fès, nos condoléances pour exactement. Qu'est allé faire Ahmad El-Shara dans le bureau ovale récemment? Alors la priorité, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que indépendamment de la priorité politique qui vient de l'unification, c'est la première priorité. Oui. Et on a vu que c'était très complexe. Oui, c'est extrêmement complexe. En fait, il y a une multitude d'enjeux. La première priorité, c'est l'unification de la Syrie et le développement de la Syrie. Mais il faut comprendre que lorsque Ahmed Shalah arrive aux affaires, c'est un pays qui est sous sanction tout azimut internationale, et de la part des États-Unis et de la part de la Commission européenne. C'est un pays qui est quand même légèrement en retrait par rapport à la Ligue arabe. Et donc, finalement, même il y a un chantier de la construction en Syrie, mais aussi un chantier de la rétablissement d'un certain nombre de liens diplomatiques ou d'un rééquilibrage des liens diplomatiques. Et donc la première chose que Ahmed Shalah comprend, c'est qu'il ne peut pas y avoir de reconstruction et d'unification nationale sans développement économique et sans investissement. Et les investissements ne peuvent pas être faits si les Américains maintiennent leurs sanctions. Et donc pour Ahmed Shalah, la priorité au niveau diplomatique, effectivement, c'est de faire lever ces sanctions-là par les États-Unis. Et comme il n'y a pas de lien direct, si vous voulez, entre la Syrie et les États-Unis, eh bien, c'est les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, qui vont faire un petit peu ce lien entre Washington et Damas. Et donc, ce qu'est allé faire Ahmed Shalah, pour répondre directement à votre question, Bureau d'Oval, c'est la levée des sanctions américaines contre la Syrie, d'ailleurs, qu'il a obtenu d'une part au niveau national, et puis pour l'anecdote, c'est la levée aussi de ses sanctions personnelles. Je rappelle, c'était quelqu'un pour laquelle sa tête était mise à prix avant sa respectabilité nouvelle. Oui, il est reparti avec une poignée de main quand même. Ouais. Comme quoi un costume, ça peut tout changer. Est-ce qu'il dispose d'un plan réaliste pour relancer cette économie qui a été victime évidemment de quoi, 14 ans, 20 ans de guerre? 14 ans de guerre civile. Ouais. C'est très difficile parce qu'effectivement, il y a plusieurs problématiques. La problématique, c'est que 14 ans de guerre, ça détruit complètement une économie déjà au niveau des infrastructures. Il n'y a quasiment plus rien qui tient. Enfin, vous sortez un petit peu de Damas, il n'y a plus rien qui tient un petit peu en Syrie. Donc c'est un chantier colossal dont on n'arrive même pas encore à évaluer finalement le coût de reconstruction. Ça, c'est la première des choses. Et puis même, le capital humain était fortement impacté. Quand vous pensez 14 ans de guerre, ça veut dire que vous avez une
une génération qui n'est pas allée à l'école. C'est une génération où vous n'avez pas d'ingénieurs, où vous n'avez plus de techniciens. Donc même la transmission basique de la connaissance d'une société a été interrompue pendant une génération. 15 ans de guerre, c'est une génération que vous perdez en termes de production d'ingénieurs et de savoir-faire au niveau du capital humain. Et puis le problème, c'est que les bailleurs de fonds internationaux, les investissements directs étrangers, on parle souvent des pays du Golfe, mais pas que, les fonds de la Commission européenne, etc., lorsqu'ils viennent investir dans un pays, il y a toujours une contrepartie à chercher. Or, finalement, la Syrie n'a pas grand-chose à offrir. Je veux dire, c'est un pays qui est légèrement pétrolier. Voilà, et la zone pétrolière... Oui, mais enfin, pas de quoi nécessiter... c'est pas un grand pays producteur. Il y a du pétrole, mais c'est pas un grand pays producteur. Et d'ailleurs, la partie pétrolière est sur le Kurdistan que Damas ne contrôle pas, pour l'anecdote. Et puis vous avez aussi, donc il n'y a pas d'intérêt économique, si vous voulez, pour aller chercher un investissement et avoir quelque chose en retour, premièrement. Et deuxièmement, ça ne représente pas, notamment pour les pays de l'Union européenne, dans cette vision de réalisme politique, on n'est pas dans un cas où on doit stabiliser la région en cas d'un afflux massif d'immigration. La Syrie n'est pas du tout à la frontière de l'Union européenne. Et donc c'est très difficile de mobiliser un investissement direct étranger, a fortiori qui est colossal, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, sans comprendre finalement quelle va être, indépendamment de la finalité politique, quelles vont être les retombées économiques. Mais quand même, la crise migratoire en Europe a commencé avec le déferlement des Syriens sur la Turquie, et la Turquie qui les a utilisés comme carte pour faire pression à plusieurs reprises sur Bruxelles, et ça a fonctionné. Donc, mais là, ils ne peuvent plus avoir le statut de réfugié politique, donc ça change un peu la donne. Il y a 3 millions, on se souvient, 3 millions de Syriens qui ont été régularisés en Allemagne et dans les pays voisins de l'Allemagne. Donc ça provoque une crise migratoire. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est surtout la cohésion syrienne. C'est qu'il faut savoir que c'est quand même un pays nouveau, la Syrie. Que avant 1920, c'était un pays qui était contrôlé par les Turcs pendant 4-5 siècles. Et que donc on a un siècle de recul où ce pays est indépendant, plus ou moins, puisqu'il y a eu quand même une période de présence française d'un quart de siècle, de 25 ans. Mais au moment du départ des Français, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle identité. Donc c'est la Syrie, même le nom est nouveau. C'est au 19e siècle, c'est plus le Cham. Ce territoire est connu comme étant le Cham. Et donc, quand on voit la période du Ba'ath passer au pouvoir de 1963 à 2024, c'est-à-dire 61 ans, on se dit qu'aujourd'hui, il faut réinventer l'identité syrienne. Et ces 60 ans-là du Ba'ath ont été construits sur cette mosaïque confessionnelle, même si elle n'était pas constitutionnelle, comme l'a rappelé Anas. Mais effectivement, le pouvoir des Alaouites, rappelons que c'est les Alaouites de Syrie qui n'ont rien à voir avec les Alaouites du Maroc, puisque les Alaouites de Syrie, c'est une tribu des montagnes qui tiennent leur nom. Leur nom est en réalité les Nusayrites, qui tiennent leur nom de Ali, donc gendre du prophète, Ali ibn Abi Talib. Et donc, eux, ils sont chiites et ils ont plutôt une pratique assez laïque du chiisme, mais ils trouvent point commun avec leurs voisins iraniens, même si eux sont plus rigoristes. Et ils installent donc cette prééminence chiite avec les druzes à côté, les chrétiens et toutes les autres minorités confessionnelles, contre une majorité sunnite qui, elle, va se structurer autour du mouvement des frères musulmans en réaction identitaire. Et donc aujourd'hui, comment construire une Syrie construite sur l'identité nationale syrienne qui paraît encore abstraite dans un pays où même chez les sunnites entre eux, il y a toujours ces factions tribales, des bédouins, des non-bédouins, des grandes familles des villes. Donc c'est compliqué aujourd'hui autour de la personne. Mais Ahmed Shara semble, au bout d'une année, toujours bénéficier de la confiance de la population syrienne. La population syrienne. Alors, la population syrienne qui est actuellement en Syrie, la population syrienne qui a été déplacée, enfin qui est partie, quel crédit donne-t-il à Ahmed El-Shara ? Il faut organiser des élections. Lui s'engage lui-même à organiser des élections dans les années prochaines. Pour le moment, le calendrier n'est pas encore clair, mais il y a eu quand même quelques centaines de milliers, il n'y a pas encore des chiffres clairs, mais il y a quelques centaines de milliers de Syriens qui sont revenus en Syrie, et Ahmed El-Shara a pu organiser donc cette célébration d'une année. On l'a vu
dans plusieurs villes. C'est important quand même, avec des feux d'artifice, des défilés militaires, des rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de Syriens. Donc il y a eu un moment hier où on a vu un peuple syrien en liesse célébrer le départ de l'ancien dictateur et toujours avoir confiance en l'avenir. Il y a eu des témoignages aussi filmés, des moments très émotionnels où tous les Syriens se sont reconnus pour rappeler d'où ils viennent et pour aussi essayer d'espérer en commun vers où ils iront. Donc il y a toujours une confiance dans cette transition, mais une transition qui depuis 12 mois peine à donner des véritables résultats. Il y a toujours des coupures de courant, il y a toujours des problèmes d'alimentation en eau, il y a toujours des problèmes de sécurité, des règlements de compte. C'est encore Anas Abdoun, qui peut sauver la Syrie ? Alors je crois que c'est les Syriens eux-mêmes, évidemment. Avant toute chose, je pense pas qu'il faille attendre ni un homme providentiel, ni une puissance providentielle. C'est le piège dans lequel la Syrie a été trop longtemps d'ailleurs intégrée. Je pense que c'est les Syriens eux-mêmes qui, en réalité, semblent faire... Alors il y a beaucoup de problèmes, il y a des exactions, il y a des problèmes communautaires, évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même voir le verre qui est plus qu'à moitié plein, parce que c'est une population qui manque de tout. Et sur une dernière étude et un sondage sur la popularité d'Ahmad al-Sharah, il a 83% d'opinion favorable, ce qui est énorme. C'est un des chefs d'État les plus populaires du monde arabe, parce qu'il y a une forme de pragmatisme chez les Syriens, où malgré la difficulté, malgré les enjeux, on voit que Ahmad al-Sharah en fait tout, non seulement sur l'unification de la Syrie, sur la reconstruction, sur les engagements internationaux, etc. Eh bien, écoutez, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la Syrie. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission sur l'application Atlantic Radio et sur atlanticradio.ma avec le fameux bouton réagir. 11 mois après l'élection de Joseph Aoun à la présidence, le Liban restait un pays suspendu entre espoir et effondrement, malgré une volonté affichée de restaurer l'autorité de l'État et de relancer un pays miné par l'hyperinflation, la corruption et les ingérences étrangères. Les crises s'enchaînent, institutions fragilisées, économie exsangue, réseaux d'influence qui persistent, tensions régionales qui compliquent toute tentative de stabilisation. La question c'est: Joseph Aoun peut-il sauver le Liban? Et les nos deux décodeurs du jour vont essayer de répondre à cette question. Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, et Anas Abdoun, expert en énergie et géoéconomie. Alors qui commence? Alors, effectivement, félicitons-nous déjà d'avoir un président libanais qui soit directement issu de l'armée. Il était chef d'état-major à la veille de son élection. Il est resté quelques mois. Alors, il faut dire quand même, il faut rappeler qu'on n'a pas eu d'élection, je crois, entre 2022 et 2025. Oui. Parce que c'était pas possible. Quoi. Ouais. Et rappelons que le président est élu par le Parlement. Il n'y a pas de scrutin direct. Voilà. Seulement, effectivement, là, le président libanais incarne l'ADN libanais. Il appartient à la grande famille maronite chrétienne. Il veut restaurer l'indépendance. Il rappelle un peu Michel Aoun dans sa belle jeunesse des années 90, pas le Michel Aoun qu'on a eu sur le tard malheureusement. Et donc il veut cette armée, il veut redonner le monopole de la coercition à l'État, notamment à l'armée libanaise, parce que l'armée libanaise a été trop longtemps fragilisée par 50 ans de guerre civile et surtout la prolifération des milices, notamment la dernière à être restée, parce qu'au moment de la négociation des accords de Taïf en 1990, qui vont donner la base de cette Liban confessionnel que l'on connaît, les Iraniens, avec notamment leur sponsor régional, la Syrie de Hafez al-Assad, va imposer que le Hezbollah maintienne les armes pour plusieurs raisons, notamment le sud Liban qui était toujours sous occupation israélienne. Il faut rappeler que le sud Liban a été sous occupation israélienne jusqu'en l'an 2000 et que les Israéliens se sont retirés non pas du fait de la pression du Hezbollah, contrairement à ce que le Hezbollah dit lui-même, ce n'est pas la résistance qui est fait, mais c'était leurs engagements internationaux, et les Israéliens ont compris qu'ils ne pouvaient pas pousser sur la Cisjordanie et en même temps garder le sud Liban. L'administration de Clinton les avait poussés à sortir. Mais pour revenir à Aoun, aujourd'hui, il est en train de finaliser cette période post-Taïf, c'est-à-dire avoir un Liban multiconfessionnel avec une armée libanaise et un Hezbollah armé. Aujourd'hui, il est en train de reprendre les armes au Hezbollah. Même un allié du Hezbollah qui est Nabih Berri, qui est le président l'éternel président du Parlement libanais, qui est un chiite, qui appartient de la même mouvance que le Hezbollah, a demandé
il y a 2 jours, en écrivant une lettre officielle à l'adresse du grand guide suprême iranien, de faire en sorte à ce que le Hezbollah accepte de se démilitariser. Donc on a même des alliés proches. On y croit ? Il faut y croire parce que plus personne n'est du côté du Hezbollah. Les Syriens qui étaient leurs grands supporters aujourd'hui sont devenus leurs grands ennemis. Ahmed Shara dont on parlait accepte d'aller se déplacer à Moscou, faire un déplacement à Moscou chez Poutine, mais il refuse encore de rencontrer les Iraniens. Donc la tension est toujours palpable entre Damas et Téhéran. Et là-dessus, le Hezbollah n'a plus d'alliés locaux et se retrouve face à un président plus fort que son Premier ministre, parce que d'habitude c'est le Premier ministre qui est fort dans l'ossature du pouvoir au Liban. Là c'est un président vraiment fort qui outrepasse ses prérogatives constitutionnelles de par son charisme, de par son relationnel, de par avoir été jusqu'au moment où il a été élu chef d'état-major de l'armée de l'armée libanaise. Et donc mais là où l'ennemi numéro 1 vraiment aujourd'hui face à Joseph Aoun, ce n'est pas le Hezbollah qui est très affaibli, qui ne peut que grappiller quelques dernières minutes avant de effectivement se désarmer. Ils seront forcés de se désarmer. L'ennemi numéro 1, c'est vraiment Netanyahou. Netanyahou qui refuse un Liban en paix et prospère, qui veut garder ce narratif selon lequel Israël est le seul pays en paix de la région, le seul pays, la seule démocratie de la région, qui refuse ce Liban, qui contrebalance l'image, un Liban multiconfessionnel, arabophone, ouvert sur le monde. Tout cela dérange en profondeur l'idéologie suprémaciste sioniste à Tel Aviv, et ils n'ont pas intérêt à voir un Joseph Aoun gagner sur ces fronts-là. Anas Abdoun. Je suis un peu en désaccord sur certains points de l'analyse. Tant mieux, parce que ça suffit quand même. Hein. Ouais. On était trop... Je suis d'accord sur le fait, effectivement, que Joseph Aoun, le fait qu'il vient du corps militaire, qui est encore en fait la seule institution qui est crédible aux yeux des Libanais, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait une forme de corruption politique, de népotisme politique, d'affairisme politique dans toute la classe libanaise. Pour le coup, il n'y a pas un parti politique ou une confession qui sort un petit peu du lot, et donc il y avait un petit peu un état de délassement de la part des Libanais qui remettait même en cause le système de confessionnel, parce qu'il disait c'est le système confessionnel à partir du moment où un parti ou une communauté est assuré d'avoir la présidence du Parlement, d'avoir la présidence, d'avoir le poste de Premier ministre pour les sunnites, et bien forcément vous n'avez pas joué le jeu de la démocratie véritable, notamment sur les questions de transparence. On l'a vu avec effectivement la crise financière. Donc tout ça, je suis d'accord. Cela dit, sur la position de Michel Aoun, de Joseph Aoun, pardon, il est un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que il a cette aura de l'armée et un soutien relatif de la population libanaise. Le premier soutien de Joseph Aoun, c'est les États-Unis en réalité, avec cet agenda effectivement d'affaiblir le Hezbollah, et en même temps pour la crédibilité local au niveau des Libanais, eh bien il faut que Israël joue le jeu effectivement des accords, notamment se retirer au sud du fleuve Litanie et ensuite se dégager des positions militaires. La résolution 1701, c'est la résolution du Conseil de sécurité. Or, là, ce que fait Joseph Aoun, c'est qu'il donne des garanties au niveau de la communauté internationale sur sa matrice de négociation avec le Hezbollah, avec la possession d'un certain nombre de caches d'armes, etc. Tout ça, c'est aussi de la symbolique politique, quoi. Je pense pas que c'est vraiment l'armée libanaise qui débarque et qui confisque des armes au Hezbollah. C'est de la négociation avec le Hezbollah pour leur dire donnez-nous quelque chose, pour que derrière on puisse mettre aussi la pression à Israël pour dire nous respectons les engagements qui sont les nôtres, à vous de faire la même chose. Or là, avec le soutien principal qui est l'administration américaine, eh bien on voit d'un côté on encourage Joseph Aoun à aller plus loin, mais il n'y a aucune pression de la part des États-Unis vis-à-vis d'Israël, et donc ça le décrédibilise un petit peu aussi au niveau de ce positionnement. Sur la question plus précisément du Hezbollah, je ne crois pas que ce soit aussi facile. Évidemment que le parti est considérablement affaibli, que sur ses positions militaires c'est considérablement affaibli, notamment après cette guerre où l'état-major a été décapité, où Hassan Nasrallah, qui était comme la figure historique, charismatique par excellence, ne pourra pas être remplaçable de sitôt, en tout cas pas à ce niveau, cela ne fait aucun doute, et que la chute de la Syrie l'a affaibli. Cela dit, je pense que l'idée effectivement que le Hezbollah est au pied du mur et que derrière c'est qu'une question de jours avant qu'il soit désarmé, ou une question de mois, je n'y crois pas, aussi d'ailleurs parce qu'un certain nombre de Libanaises et de Libanais se rendent compte qu'en fait le Hezbollah était quand même une force de dissuasion. Je ne suis pas d'accord sur le fait que
le retrait d'Israël à la frontière sud dans les années 2000, c'est aussi le fait de la pression du Hezbollah. Et d'ailleurs, quand il y avait de la négociation de la délimitation maritime, parce qu'il y avait des enjeux énergétiques au niveau des côtes israéliennes et libanaises, c'est le Hezbollah qui a mis la pression pour avoir un accord avec Israël, parce que l'État libanais était structurellement beaucoup trop faible par rapport à Israël. Et puis on se rend compte que maintenant que le Hezbollah a perdu sa force de dissuasion militaire, eh bien la résultante est qu'en fait l'armée israélienne vient tous les jours avec des drones, avec des bombardements. Et donc il y a aussi cette idée de dire au pic, si vous voulez, à l'apogée de la force militaire du Hezbollah, eh bien Israël se tenait un peu plus calme. Donc j'ai des points de nuance de ce côté-là. 9h16, on se retrouve dans une minute. Décodeur, on parle du Liban. Alors, Joseph Aoun peut-il sauver le Liban ? Il a du travail, réformer l'économie, je dirais, basique, le système bancaire, injecter de l'argent. L'électricité déjà. L'électricité, si on veut, retrouver la confiance des Libanais et refondre, on va dire, une classe moyenne aussi. Donc ça fait beaucoup de défis. Oui, ça fait énormément de défis parce qu'en plus des défis politiques et géopolitiques dont on vient de citer, on a à peu près, si les derniers chiffres que j'ai en tête sont bons, on a à peu près 45% de la population libanaise qui a basculé sous le seuil de pauvreté. Et c'est bien de préciser, réformer le système bancaire parce qu'il était au cœur un petit peu du système de corruption, parce qu'il y avait effectivement l'ensemble de ces devises qui venaient notamment de la diaspora libanaise, qui étaient intégrées à des circuits économiques et de rente économique de la part de la classe politique. Et effectivement, aujourd'hui, on a un vrai Liban à deux vitesses, mais alors pour le coup, deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez la majorité de la population qui est en souffrance véritablement économique, qui a du mal même à se nourrir parce que l'inflation a fait des dégâts. Et puis vous avez une élite libanaise qui est en fait totalement déconnectée, qui vit avec des dollars américains et du cash de dollars américains parce qu'ils ont leur propre flux d'importation. Et le chantier économique, lui, est absolument colossal parce que de la même manière, en fait, vous ne pouvez pas réformer un système si les maux de ce système ne peuvent pas disparaître. Or, vous avez les intérêts politiques, c'est-à-dire en fait les mêmes puissances. On se souvient d'Emmanuel Macron qui est arrivé à Beyrouth et qui avait convoqué toute la classe politique et dire qu'il faut absolument arrêter. Sauf que le Quai d'Orsay, comme les États-Unis, comme un parti de l'Union européenne, justement dans ce jeu géopolitique, veulent que le système politique soit stabilisé autour, bien sûr, de Joseph Aoun, mais aussi autour du clan Hariri et de toute cette mouvance-là. Or, ils sont en même temps à la base de la problématique économique et financière du pays. Et eux-mêmes jouent effectivement de cette stabilité par rapport à une menace qui est du Hezbollah à l'Iran, en disant laissez-nous faire nos affaires et puis derrière on vous donne le Liban dans cette sphère d'influence occidentale. Et donc c'est ce paradoxe-là où les premières victimes sont en fait le Liban et les Libanais qui en ont marre de ces jeux de tractation politique. On l'a bien senti lors du voyage du pape, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de médias qui étaient à Beyrouth et qui ont interrogé des Libanais et leur quotidien est juste horrible. Oui, et effectivement, rappelons que le Liban, parce que tu parlais du système bancaire Anas, le Liban, c'était son système bancaire qui constituait, c'était un joyau, qui était le système bancaire qui était utilisé par tous les pays du Moyen-Orient. La Suisse du Moyen-Orient. C'était justement ce que... Ça, c'était il y a longtemps, quand même. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que cette place a déjà été prise. Il y a les Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a le Koweït. S'ils veulent restaurer cette image, ils ont des concurrents sérieux dans la région qui, eux, n'ont pas les contraintes que le Liban, aujourd'hui, a. Mais le Liban, c'est cette nation de commerçants, des Phéniciens. C'est une nation aussi qui avait son propre ADN, qui avait une certaine autonomie relative par rapport aux Ottomans depuis le XVIIe siècle. Et ça, l'ancien président Michel Aoun aimait à le rappeler, le Liban est plus ancien, il disait, que la Syrie. C'est vrai que c'est un pays quand même qui est assez enraciné dans la région, et ça, encore une fois, je reviens à ce que je vous disais, ça dérange profondément chez le voisin israélien qui veut garder, lui, la primauté vis-à-vis des nations de la région. Et là, il a un sérieux compétiteur. Voilà, messieurs, le sujet est passionnant, mais vous savez que votre temps est compté. 9h21. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors les débats express, 9h21, on va dans les débats express parler du Bénin. Coup d'État manqué il y a quelques jours au Bénin. Est-ce que j'avais l'impression que le Bénin était un pays stable?
Oui, c'est un pays qui a un bon PIB, oui. $1 500 de PIB par habitant, ce qui est plus élevé que des pays voisins. 7,5% de croissance en 2024. C'est aussi un avec PIB, une dynamique qui se poursuit en 2025. Avec un président qui est quand même assez introduit, Patrice. En réalité, c'était pas une impression. Le pays était absolument stable et il y avait une forme de transition et de passation démocratique qui était opérée au niveau économique. C'est toujours le cas, parce que le coup d'État a échoué, en fait. Au niveau économique, il y avait la stratégie incroyable du port de Cotonou qui était en fait très important non seulement pour le Bénin mais pour l'ensemble des pays enclavés. Il faut savoir que 80 à 90% du commerce qui tourne dans le port de Cotonou, c'est pas pour le Bénin, c'est pour la réexportation sur les pays enclavés. Et donc il avait pour un petit pays, il avait cette puissance régionale. Et puis c'est un pays qui est encore dans le giron, dans les intérêts français, qui est quand même proche de la CEDEAO. Et donc il y avait une forme de stabilité. Ça se passe bien avec la France. Oui, absolument. Ouais. Donc je pense qu'on était tous surpris de voir effectivement cette tentative de coup d'État. Mais dans ces pays-là, ce qui est intéressant je pense à rappeler, c'est qu'effectivement le pays était stable au niveau de ses institutions, au niveau de son fonctionnement démocratique, au niveau de son économie. Mais la force sécuritaire n'est pas aussi présente, si bien qu'en fait les coups d'État sont relativement faciles parce que vous n'avez pas un organe sécuritaire qui garantit en fait le bon fonctionnement des institutions, la protection de ces institutions. Et puis la chose, je crois, la plus importante à rappeler, c'est qu'en fait on arrive à la fin d'une époque, c'est-à-dire qu'un pays qui est menacé d'un coup d'État dont la présidence est plutôt proche de Paris, les 30 dernières années, c'était ce qu'on appelle la force Guépard, c'est-à-dire les forces d'intervention rapide françaises qui étaient sur le pays en moins de 24 heures pour protéger la présidence, etc. Et là, c'est complètement terminé. Non seulement c'est une intervention de la CEDEAO, c'est des frappes aériennes qui ont été faites par le Nigeria. Et donc le Nigeria va dans cette articulation sécuritaire comme étant une véritable puissance régionale. Bien sûr. Et ça, c'est le nouveau modèle. C'est le nouveau modèle. Oui. Et Paris ne fait que coordonner avec le renseignement, etc. Il va suivre, mais il joue le deuxième rôle. Il ne peut pas le faire pour deux raisons. Déjà politiquement, c'est-à-dire que si l'armée française était intervenue, ça aurait été décrédibiliser le pouvoir en place parce que les Français sont plutôt mal vus. Au mieux, ça aurait été vu comme de l'ingérence. Au pire, comme néocolonial. Donc politiquement, vous ne pouvez pas le faire. Et puis logistiquement, avec la perte des bases militaires au Sahel, la force de projection française n'est plus ce qu'elle était. Voilà. Oui, et c'est pas la première fois que le Nigeria intervient sur un coup d'État. Oui, on se souvient au Niger, en juillet 2023, mais au Niger justement, c'est ce qui a fait que le Nigeria a tempéré ses positions. D'abord, contrairement à 2023, le Nigeria a très vite agi. Alors qu'en 2023, ils avaient attendu. Mais surtout, en 2023, ils avaient fait l'erreur de s'associer avec Macron, avec la France. Et donc, ça avait donné une impression d'intervention du Nigeria qui s'alliait avec les anciennes puissances coloniales. Comme le disait Agnès, c'est l'intervention du renseignement français, là. C'est pas la grosse artillerie, c'est ni l'armée. Oui. Et d'ailleurs, c'est ni Africa Corps, c'est ni les grandes sociétés de sécurité américaines, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a un nouveau modèle. Qu'est-ce qui s'est passé au matin à Cotonou? C'était acquis, le coup d'État avait eu lieu, donc les militaires s'étaient orientés vers la télévision principale, et puis à l'après-midi, ce sont les aînés de l'armée qui ont repris les choses, et la police aussi à Cotonou. Et donc la police a été utilisée par le gouvernement, et puis Patrice Talon, qui jouit quand même d'une certaine crédibilité, qui est le président depuis 2016 du Bénin, qui jouit d'une certaine crédibilité à l'international. Oui, alors vous connaissez le principe des débats express, en fait, c'est rapide. C'est ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ce que vous venez de faire. Je voudrais vous parler de ce qui va peut-être se passer aujourd'hui à l'Union européenne. C'est l'UE qui souhaite assouplir l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur essence ou diesel à partir de 2035. Il y a beaucoup de lobbying à Bruxelles depuis quelques mois. Et théoriquement, aujourd'hui, il y a un vote qui est censé se dérouler le 10 décembre. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on est allé sur une réglementation de la Commission européenne qui disait qu'on allait interdire la vente des voitures thermiques à horizon 2035. On était là franchement poussé par de l'idéologie plus que du pragmatisme. Exactement. Et on s'est rendu compte de deux choses, d'un point de vue d'abord industriel et d'un point de vue économique. La première, c'est qu'au niveau industriel... On s'est refait un peu le coup des centrales nucléaires quand même. Oui, c'est exactement le même parallèle. C'est les Allemands qui font de l'idéologie, se rendent compte derrière que pour remplacer les centrales nucléaires, il y avait du charbon. Mais bon, l'influence allemande au niveau de la Commission, c'est pas nouveau, on ferme la parenthèse.
Et donc, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'en fait, les industriels donc de l'industrie automobile européenne n'étaient pas prêts à faire cette transition et que c'est le marché qui décide, c'est pas la réglementation. Or, le marché, s'il y avait un engouement au début sur l'électrique, on revient très rapidement sur le thermique. La plupart des Européens préfèrent le thermique et préfèrent l'hybride. Et puis, deuxième élément, c'est d'un point de vue économique, macroéconomique. Si vous décidez que la batterie, enfin que les voitures électriques deviennent la norme, eh bien, vous donnez un avantage compétitif considérable aux Chinois et vous tuez dans l'œuf l'industrie européenne qui est le moteur de l'ensemble des sous-composants industriels. Donc, si vous tuez l'industrie automobile, en fait, vous tuez l'industrie en Europe et là, vous allez avoir des sérieux problèmes. Et pas qu'en Europe, parce que je rappelle que dans notre pays, on fabrique des voitures européennes. Voilà, ouais, exactement. Ben oui. Et le Nord Stream 2 aussi, qui quand même, là, depuis le sabotage du Nord Stream 2, par je ne sais qui, les Ukrainiens visiblement, l'économie allemande si vous avez des infos, n'est plus autonome énergétiquement. C'était quand même le projet qui devait porter l'autonomie énergétique de l'Allemagne, et ce n'est plus le cas, c'est terminé. Et donc ce qui a été fait, décidé à partir en 2022, dans un contexte qui était celui de 2022, aujourd'hui c'est terminé. Les Allemands sont obligés de revenir sur du thermique, c'est soit ça, soit la grosse crise économique. Et déjà, du fait des choix énergétiques, l'Allemagne souffre, et l'industrie allemande souffre terriblement. J'adore ces débats express. Vous êtes meilleurs que des journalistes. Vous êtes concis, précis, c'est très bien. Merci beaucoup Hafid Boutaleb. Avec plaisir. Merci à Anas Abdoun. À bientôt dans les décodeurs. Et alors cette fois.